Alors que je finissais de lire, je remarquai Leslie perchée sur l'îlot de la cuisine, remplissant son verre. « Ça va » demanda-t-elle. « Ça ira » répondis-je. Elle hocha la tête, revenant avec une bouteille et un verre plein. S'installant à côté de moi, elle remplit mon verre et me regarda avec ses yeux de biche. « Alors, Rick, quelle est la suite ? Nous ne faisons rien pour l'instant, dis-je fermement à Leslie. Toi et Marcy complotez cela depuis 2 semaines, et je ne l'apprends que ce soir. D'après ce que tu dis, il semble que Marcy prépare quelque chose depuis un moment. Ai-je raison ? Je pense que oui, admit-elle, baissant les yeux. Il était clair qu'elle n'était pas habituée à ce que quelqu'un résiste à ses charmes féminins, qui étaient nombreux. Si j'étais célibataire, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais je déteste être manipulé, surtout par quelqu'un que j'ai aimé pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Je le lui ai dit franchement. Tu pensais que c'était quelque chose qu'elle voulait faire pour soulager sa conscience, continuai-je. Ou peut-être que c'était autre chose. Clairement, vous deux avez planifié tout ça dans mon dos. Elle t'a même dit qu'elle vint m'acheter. Le problème, c'est que je n'apprécie pas d'être utilisé comme ça. Je crois que je comprends comment tu peux te sentir, dit-elle doucement. Donc je suppose qu'il ne se passera rien entre nous, pas aujourd'hui. En gros, j'ai beaucoup de choses à digérer avant de prendre des décisions radicales, répondis-je. Je voulais qu'elle croie que quelque chose pourrait encore se produire. Je pensais que cela la rendrait plus disposée à répondre à mes questions. Maintenant, j'avais besoin d'informations. Trop d'aspects de cette situation ne me convenaient pas. Il y a un dicton militaire bien connu, « Connais ton ennemi ». Je détestais penser à Marcy comme à une ennemie. Mais dans mon esprit, elle avait tiré la première. Et j'étais déterminé à gagner. À tout prix. Alors, Leslie dit, je peux compter sur toi pour dîner dans un jour ou deux. Je ne sais pas, Leslie, dis-je. Je ne suis pas d'humeur pour de la compagnie en ce moment. J'ai beaucoup de choses à régler. On verra. D'accord, dit-elle doucement. Sache simplement que je serai toujours disponible pour toi. J'apprécie, Leslie, dis-je. Bonne nuit. Et merci pour le vin, ajoutai-je en me levant. Elle comprit que c'était le signal pour partir, ce qu'elle fit. J'admirais ses fesses quand elle partit. Je ne pouvais pas résister. Je suis un homme sain et vigoureux. Après son départ, je repris la lettre de Marcy et la relus. C'est incroyable ce qu'on peut voir quand on prend le temps d'analyser une lettre comme celle-ci. D'abord, je ne pouvais m'empêcher de remarquer le venin quand elle écrivait à propos de Deirdre Kill, l'agent de la CIA avec qui j'avais travaillé en Irak. Marcy a même admis qu'elle n'était pas sûre à 100% que Deirdre et moi ayons eu des relations sexuelles, mais l'a quand même traité de salope. Puis, quelques paragraphes plus loin, elle exige pratiquement que je couche avec Leslie. Comment pouvait-elle passer d'un extrême à l'autre en si peu de temps ? Cela me dépasse. Oui, Deirdre et moi avons eu une aventure une fois en Irak, mais c'était dans le feu de l'action. C'est arrivé juste après avoir survécu à l'embuscade. C'était la seule fois où nous nous sommes laissés aller, et nous ne l'avions certainement pas planifié pendant des semaines comme Marcy l'a apparemment fait avec Trey et Leslie. Je me souvenais avoir eu des sentiments mitigés à l'époque. D'un côté, je me sentais coupable d'avoir trompé ma femme, mais de l'autre, je soupçonnais déjà Marcy de me tromper, alors je pensais qu'un bienfait en vaut un autre. Je me demandais aussi pourquoi Marcy ne voulait pas que je vienne la chercher à l'aéroport à son retour. Je pouvais comprendre qu'elle craigne que je devienne violent, mais je ne lui avais jamais donné de raison de le penser par le passé. Et pourquoi m'avait-elle demandé de la retrouver dans le hall de l'hôtel Ambassador ? Pourquoi ne pas rentrer directement à la maison ? À moins que, puis ça m'a frappé. Était-elle vraiment si perfide ? Bien sûr, le fait qu'elle ait planifié cela pendant des semaines dans mon dos répondait à cette question. Mais que se passe-t-il réellement ? Je me suis retourné et j'ai scruté le salon, cherchant quelque chose qui n'avait pas sa place, n'importe quoi qui pourrait être un dispositif de surveillance, comme une caméra ou un microphone. J'ai regardé le détecteur de fumée. Pourrait-il y avoir une caméra installée là ? J'ai décidé de passer quelques coups de fil, mais je ne voulais pas les faire à l'intérieur au cas où je serais sur écoute. J'ai attrapé l'emploi du temps de Marcy, je suis sorti et me suis assis dans le rocking chair que j'avais installé il y a un moment. Marcy sait que je suis consultant. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que je suis en réalité un consultant senior en sécurité chez Acme Global, une énorme entreprise avec des intérêts et des bureaux partout dans le monde.
Mon travail consiste à assurer la sécurité de ces bureaux et la sûreté de nos employés. Cela signifie que j'ai des contacts dans le monde entier vers lesquels je peux me tourner si j'ai besoin de quoi que ce soit. Mon premier appel était pour Alan Williams, le meilleur technicien de mon département. Il n'était pas seulement bon, il était le meilleur dans son domaine. Williams, dit-il en décrochant le téléphone. Alan, c'est Rick, dis-je. Comment vas-tu? Ça va, patron, dit-il. Mais j'ai le sentiment que vous n'appelez pas juste pour prendre de mes nouvelles. Non, ce n'est pas facile, dis-je. J'ai besoin de ton expertise. Je lui ai brièvement raconté ce qui s'était passé et lui ai fait part de mes inquiétudes. Désolé d'apprendre ça pour toi et Marcy, Rick, dit-il. Je comprends tes inquiétudes. Écoute, donne-moi environ 45 minutes pour rassembler l'équipement et je serai là. Merci, Alan, dis-je. J'apprécie vraiment. Nous avons terminé l'appel et j'ai fait défiler mes contacts pour trouver le deuxième numéro. Après l'avoir trouvé, je l'ai composé. Bonjour, Signor Rick, dit une voix masculine joyeuse à l'autre bout de la ligne. Ernesto, comment vas-tu, mon ami, demandai-je. Ernesto Trujillo était mon contact en Amérique du Sud et il travaillait depuis notre bureau à Waitford, Bogota, la même ville où Marcy et son amant ou ses amants se trouvaient maintenant. J'avais déjà travaillé avec Ernesto auparavant et je l'avais toujours trouvé comme l'une des personnes les plus fiables et dignes de confiance que j'ai jamais connues. Oh, tout va bien, patron, dit-il. Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Comment puis-je vous aider? Je l'ai briefé sur ce qui s'était passé, comme je l'avais fait avec Alan. Merde, dit-il quand j'eus terminé. Je suis désolé d'entendre ça, mon ami. J'imagine que vous avez besoin de mes yeux et de mes oreilles sur le terrain ici? Oui, Ernesto, dis-je, en lui donnant le nom de l'hôtel où Marcy séjournait, ainsi que les numéros de sa chambre, de la chambre de son amant et de Pénise. Je lui ai également parlé de Pablo Espinosa, le directeur de l'hôtel à qui j'avais parlé plus tôt. Tu peux le faire? Oui, mon ami, je peux obtenir tout ce dont vous avez besoin, dit-il. Je suppose que vous voulez de l'audio, de la vidéo et des photos. Oui, dis-je, tout ça. Et j'aimerais recevoir des rapports quotidiens si possible. Fais-moi savoir si tu as besoin d'argent pour les dépenses et je te ferai un virement. Je t'enverrai aussi leur emploi du temps pour les prochaines semaines. Ça me va, dit-il. Vous avez besoin que je fasse quelque chose de spécial avec eux? Je savais qu'Ernesto avait des amis dans les hautes et les basses sphères, mais je n'étais pas encore prêt à prendre de telles mesures. Pas encore, dis-je. J'ai besoin d'informations maintenant. Nous avons 6 semaines. D'accord. Vous êtes le patron, dit-il. Je vais commencer et je vous tiendrai au courant. Merci, Ernesto, j'apprécie vraiment. Je te revaudrai ça, dis-je, et passe le bonjour à ta famille. Ernesto était marié et avait 5 enfants qu'il aimait beaucoup. Je n'en doute pas, dit-il. Et merci. Je transmettrai à l'UP et aux enfants. Après avoir fini de parler, j'ai scanné l'emploi du temps de Marcy, les convertis en PDF sur mon téléphone et les envoyés à Ernesto. Après m'être assuré qu'il avait bien reçu le fichier, j'ai rangé le téléphone. Un peu plus tard, Alan est arrivé chez moi en voiture. Il est sorti de la voiture et s'est approché en portant une grande valise pleine d'équipements électroniques. Nous nous sommes serrés la main sur le porche et je l'ai fait entrer. J'ai observé tandis qu'il sortait de l'équipement de sa valise et commençait à chercher. En moins de 30 minutes, il a trouvé des caméras sans fil miniatures dans plusieurs pièces de la maison, principalement installées dans les détecteurs de fumée. Elles étaient toutes activées par le son ou le mouvement. Il y avait des caméras dans presque toutes les pièces de la maison, sauf dans les salles de bain. Nous avons également trouvé plusieurs petits microphones et Alan a découvert que notre ligne fixe servait aussi d'appareil d'écoute. Ces appareils n'ont pas une longue portée, a dit Alan. Il doit y avoir un récepteur quelque part par ici, peut-être dans le garage ou le grenier. Nous avons fouillé le garage mais n'avons rien trouvé. Je l'ai conduit au grenier après avoir pris une lampe de poche et nous avons regardé autour de nous. Effectivement, dans un coin du grenier, il y avait une boîte avec un ordinateur portable connecté. Quand nous avons touché l'ordinateur, l'écran de veille est apparu. Il était verrouillé et je ne connaissais pas le mot de passe. Alan l'a examiné attentivement. Il semble que cet ordinateur portable stocke tous les enregistrements audio et vidéo que les caméras et les microphones collectent, puis télécharge tout sur le cloud sans fil, a expliqué Alan. Peux-tu savoir à qui cela appartient,
ai-je demandé. Alan a inspecté la boîte et a trouvé un autocollant qui disait « Propriété de Smith Investigation, 1 à 277 West Main Street, STA ». Il y avait aussi un numéro de téléphone sur l'autocollant. Comme c'est pratique, ai-je pensé. Alors que veux-tu que je fasse de tout ça, a demandé Alan. Tu veux que j'éteigne tout? J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Ma réaction initiale était de lui dire de se débarrasser de tout, mais j'ai eu une autre idée. Déverrouille la caméra et le microphone qu'ils ont mis dans mon bureau, ai-je dit. Laisse le reste où il est. Ils veulent une vidéo, je vais leur en donner une. Ce sera la vidéo la plus ennuyeuse qu'ils puissent imaginer. Alan a ri. D'accord, a-t-il dit. Nous sommes descendus du grenier et sommes revenus en bas. Alan a éteint la caméra et le microphone dans mon bureau, puis a regardé l'ordinateur que Marcy et moi partagions sur le bureau. Veux-tu que je le vérifie aussi, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. Vérifions tout. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai regardé Alan faire sa magie. Bien sûr, Marcy avait installé un enregistreur de frappe la veille de son départ. Comme je ne l'avais pas utilisé, elle n'avait rien pu récupérer. Après avoir effectué un scan approfondi, il a également trouvé des logiciels espions qu'elle ou son détective privé avait installés. Il a tout nettoyé et a lancé un autre scan. On dirait que tout est clair maintenant, a-t-il dit. Pourquoi penses-tu qu'elle s'est donné tout ce mal, ai-je demandé à Alan. Eh bien, si j'étais à sa place, je dirais qu'elle prépare quelque chose contre vous, dit-il, confirmant ce que je soupçonnais déjà. Peut-être qu'elle prévoit un divorce et va tout vous prendre. Je déteste le dire, Alan, mais je pense que vous avez raison, dis-je. Puis-je vous donner un conseil, demanda-t-il en rangeant son équipement. Bien sûr, répondis-je. Si elle a engagé un détective pour installer tout cet équipement, il y a de fortes chances qu'il ait encore une clé de votre maison, dit Alan. Il devra finir par revenir chercher son matériel. Si j'étais vous, je changerais les serrures immédiatement. Et je modifierais le code de votre système de sécurité. C'est une bonne idée, dis-je. Je vais appeler le serrurier tout de suite. Merci d'être venu, Alan. J'apprécie vraiment toute votre aide. Après nous être dit au revoir, je sortis mon téléphone et trouvai le numéro d'un serrurier. J'en trouvai un et l'appelai. Cela me coûta $1,50 de plus, mais ça en valait la peine. La dernière chose que je voulais était qu'un détective privé entre dans ma maison. En attendant le serrurier, je m'assis devant l'ordinateur que je partageais avec Marcy. Je l'allumai et me connectai avec son compte. Je voulais savoir ce qu'elle avait fait récemment et pensais que ce serait un bon endroit pour commencer. J'ouvris son navigateur et me connectai à sa messagerie web. Les courriers s'ouvrirent immédiatement sans demander de mot de passe. Apparemment, ses identifiants étaient déjà enregistrés et elle n'avait pas changé le mot de passe comme je le lui avais conseillé. Pour une fois, j'étais vraiment content qu'elle n'ait pas suivi mon conseil. D'habitude, je n'espionne pas son utilisation de l'ordinateur, choisissant de ne pas empiéter sur sa vie privée. Mais cette fois, c'était différent. À mon avis, elle avait déclaré la guerre et j'étais déterminé à gagner. Je parcourus ses courriers. La plupart étaient des spams, mais il y en avait quelques-uns entre elle et Trey Cardosa, le médecin avec qui elle couche maintenant à Bogota. Au lieu de tout lire d'un coup, je fis une recherche et trouvai plusieurs échanges de courriels entre eux qui remontaient à plus d'1 an. Intéressant, pensai-je. Je les sélectionnai, puis les exportai et les enregistrai sur une clé USB pour les examiner plus tard. Il y avait plusieurs lettres entre elle et les enfants, principalement de petites conversations, rien de notable. Lorsque le serrurier arriva, je lui montrai les portes qui devaient être remplacées. Je le laissai travailler et retournai à l'ordinateur. En parcourant les échanges de courriels entre Marcy et son médecin, j'en trouvai un avec pour objet « avocat ». Par curiosité, je l'ouvris. La première lettre était d'elle, dans laquelle elle disait à Trey qu'elle venait de parler avec son avocate, une certaine Alison Hargrave, et qu'elle avait lu la proposition d'accord de divorce et d'accord postnuptial. Elle m'en a dissuadé, mais je m'en fiche maintenant, écrivait-elle. Je vais le faire quoi qu'il arrive. Vas-tu vraiment divorcer de Rick? Répondit-il. Je pensais que tu l'aimais. Tu disais que tu allais passer le reste de ta vie avec lui. Que se passe-t-il? Je l'aime, répliqua-t-elle, et j'ai l'intention de passer le reste de ma vie avec lui. Mais maintenant, tout sera différent. Toutes ces années, il était un cocu ignorant. Plus maintenant. Que prévois-tu? Demanda-t-il.
J'ai une lettre que je donnerai à Leslie, dit-elle. Je lui ai écrit dans une lettre qu'il devrait me rencontrer dans le hall de l'hôtel Ambassador à notre retour. Là, on lui remettra des documents. Il sera tellement bouleversé qu'il fera tout pour éviter un divorce. Je l'emmènerai dans ma chambre et je lui remettrai un accord postnuptial. Il aura le choix, soit accepter mes conditions, soit être détruit dans le divorce. Bon sang, dit Trey. Tu es froide. Rappelle-moi de ne jamais me mettre à dos. MDR, répondit-elle. Alors, sur quel motif te bases-tu? Demanda-t-il. La trahison, dit-elle. Et j'aurai des preuves irréfutables contre lui, y compris des vidéos. J'ai déjà parlé à Leslie. Elle s'intéresse à lui depuis longtemps. C'était assez facile à faire. J'ai dit à Rick dans une lettre que je lui donnais la permission de coucher avec elle pendant 6 semaines pendant notre absence. Ce qu'il ne sait pas, c'est que j'ai des caméras et des micros partout dans la maison et que j'ai un détective privé qui surveille tous ses mouvements. Il ne le sait pas encore, dit que je peux poursuivre Leslie pour aliénation d'affection si je le veux. Donc, j'obtiendrai non seulement la moitié de la pension militaire de Rick, mais aussi la maison, la moitié de tous nos biens, et je peux ruiner financièrement Leslie et son mari. Donc ce serait tout. Il est dans son intérêt d'accepter mes conditions. Bon sang, penses-tu qu'il acceptera ça? Il n'aura pas le choix, dit-elle. Je lui ai déjà dit dans une lettre qu'il peut soit me reprendre, soit partir. Je doute qu'il parte. Et s'il part? Demanda Trey. Ce sera sa perte, dit-elle. Tu as dit qu'il était un cocu ignorant, écrivit Trey. Depuis combien de temps le trompes-tu? Des années, dit-elle. Ça a commencé quand il était en Corée pendant 1 an. J'ai ramené les enfants à la maison et j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Il faisait des rénovations à l'époque. J'ai dû me garer au Red Roof Inn comme tant d'autres et j'ai constaté que je pouvais conduire 1 heure ou 2 en avance, rencontrer une autre infirmière et aller travailler. Bien sûr, je devais m'arrêter quand il rentrait à la maison. Enfin, pensais-je. Après toutes ces années, je connais la vérité. Et il n'a jamais soupçonné, demanda Trey. Eh bien, nous nous sommes rencontrés à Hawaï en milieu d'année et je pense qu'il a soupçonné quelque chose, écrivit-elle. Cela a provoqué un énorme scandale, je vous le dis. Mais j'ai réussi à nous en sortir. C'est pourquoi je sais que je peux le faire maintenant. La seule différence est que maintenant il saura ce que j'ai fait. Tu prends un énorme risque, écrivit Trey. C'était la première et probablement la seule chose sur laquelle je serais d'accord avec lui. Qui ne risque rien n'a rien, dit-elle. J'espère que tu sais ce que tu fais, dit-il. Ne t'inquiète pas, répondit-elle. Tout est sous contrôle. C'était la dernière lettre de la chaîne, Dieu merci. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu en supporter davantage. J'ai imprimé la chaîne de lettres et l'ai mise dans un dossier. À ce moment-là, le serrurier avait déjà terminé le travail et m'avait remis 3 nouveaux jeux de clés. Je l'ai payé pour le travail et lui ai donné $1,50 de plus pour l'urgence. Après son départ, j'ai décidé de faire de même. J'ai éteint l'ordinateur, puis je suis monté me changer. Ensuite, je suis allé au bar pour un hamburger et une bière, m'arrêtant au magasin de cigares en chemin. Je n'avais pas fumé depuis que j'étais dans l'armée et j'avais l'impression d'avoir besoin de quelque chose pour m'empêcher de casser les dents de quelqu'un. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer le SUV sombre qui me suivait. Qui que ce soit, il me suivait depuis que j'avais quitté l'impasse. Je ne reconnaissais pas le visage du conducteur, mais je me souvenais du numéro de plaque d'immatriculation et je pensais que c'était un détective privé que Marcy avait engagé. J'ai essayé de le semer, mais il a continué à me suivre. Quand je me suis garé au bar et grill de Yancey, il s'est arrêté aussi. J'en ai eu marre de ces conneries et je suis sorti de la voiture. J'ai marché droit vers le SUV et j'ai vu le visage de l'homme pâlir quand j'ai ouvert la porte. « Qui diable êtes-vous et pourquoi me suivez-vous » ai-je grondé. Je ne sais pas de quoi vous parlez, bégaya l'homme plus petit, les yeux écarquillés. Des conneries, espèce de salaud, dis-je. Vous me suivez depuis le moment où j'ai quitté la maison. Êtes-vous le détective privé que ma femme a engagé pour me surveiller? Je ne sais pas de quoi vous parlez, dit-il nerveusement. Vous êtes un sac de mensonges ambulant, dis-je. Et en ce moment, j'en ai marre des sacs de mensonges, alors peut-être que je devrais vous faire sauter la cervelle ici même. Qu'en pensez-vous? Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur, dit-il. Je vais partir, ne me frappez pas, s'il vous plaît.
Je ne veux plus jamais vous voir dans ma rue ni nulle part près de moi. C'est compris, espèce de salaud? Ai-je dit. La prochaine fois, je ne serai pas aussi gentil. Je comprends, a-t-il dit. Désolé. J'ai claqué la porte et j'ai regardé pendant qu'il démarrait le SUV et s'en allait. Après m'être assuré qu'il était parti, je suis entré et j'ai commandé un hamburger et une bière. Des problèmes avec une femme? M'a demandé le barman quand j'ai passé ma commande. Était-ce vraiment si évident, me suis-je demandé. Oui, on peut dire ça, ai-je répondu. Vous savez ce qu'on dit, on ne peut pas vivre avec elles et on ne peut pas les tuer, a-t-il dit, me faisant rire. J'ai fini mon hamburger, qui était plutôt bon, et bu ma bière, qui était également agréable, puis je suis rentré chez moi. À mon arrivée, j'ai pris une autre bière dans le réfrigérateur, puis je suis sorti dans le jardin pour savourer un cigare et réfléchir. Pendant que je profitais de mon cigare, un plan a commencé à se former dans ma tête. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché sur Google quelque chose qui m'ont fait sourire. J'ai vérifié le calendrier et choisi une date. Je devais passer quelques appels pour mettre tout cela en place, mais je ne voyais aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, j'ai reçu un message sur mon téléphone d'Ernesto. Tout est prêt. Premier rapport demain matin. Si possible, envoyez 250 $ pour les imprévus. Le message était accompagné d'une adresse PayPal. J'ai ouvert PayPal, envoyé l'argent et une note. Merci. Je t'appellerai demain. J'ai une idée. J'ai reçu une réponse presque immédiatement. On en parlera demain. J'ai fini ma bière et mon cigare et je suis rentré. Je suis monté dans la chambre que je partageais autrefois avec Marcy. Par curiosité, je me suis approché de sa table de nuit et j'ai ouvert le tiroir. Là, près de l'avant du tiroir, se trouvaient ses bagues. J'ai regardé le détecteur de fumée où je savais qu'il y avait une caméra installée, puis j'ai enlevé ma bague et je l'ai jetée dans sa boîte à bagues. J'ai regardé la caméra et j'ai montré mon majeur. Mange ça, salope, ai-je pensé. Le lendemain matin, je me suis levé et préparé pour le travail. Avant de partir, j'ai vérifié l'email de Marcy. Comme prévu, il y avait un nouveau message avec pour objet « J'ai été repéré ». Je l'ai ouvert et j'ai souri en lisant la note. Je ne sais pas comme, mais votre mari a trouvé du matériel de surveillance. 6 juin la vidéo que nous avons reçue hier soir. Il a également remarqué notre enquêteur. En attente d'instruction, disait le court message. Je me suis assuré qu'il était marqué comme non lu, puis j'ai fermé le client de messagerie. Je suis allé travailler et j'ai réussi à passer la journée d'une manière ou d'une autre. Quand je suis rentré chez moi, j'ai vérifié mon email et j'ai trouvé des pièces jointes d'Ernesto provenant de la surveillance de la nuit. J'ai écouté leur conversation intime après l'acte. Que penses-tu que ton mari fait en ce moment? Demanda Trey. Probablement en train de coucher avec une voisine, dit-elle. J'aurai la vidéo demain matin, puis je l'enverrai à mon avocat. Assez parlé de ça, recommençons. Tout ce que tu veux, chérie, dit Trey. J'ai terminé la vidéo, fermé la porte du bureau, puis décroché le téléphone et appelé Ernesto. Signor Rick, dit-il en répondant. Merci beaucoup pour l'argent des dépenses diverses. Ça m'a vraiment aidé. As-tu vu ce que j'ai envoyé ce matin? Je l'ai vu, Ernesto. Merci, dis-je. Écoute, j'ai une idée de plan et je veux en discuter avec toi. Voir ce que tu en penses. Bien sûr, dit Ernesto. Il écouta attentivement pendant que je lui expliquais mon plan. Alors, est-ce quelque chose que tu peux aider à organiser? Ai-je demandé quand j'ai fini. Je pense que oui, Signor Rick, dit-il. Cela nécessitera un peu plus d'argent pour les imprévus. Quand voulez-vous le faire? Dans 10 jours, dis-je. 10 jours, ça peut s'arranger, dit-il. Laissez-moi parler à quelques personnes et je vous recontacterai. Juste une chose. Quoi? Demandai-je. Pourquoi dans 10 jours? Pourquoi pas plus tôt? Demanda-t-il. Ce sera notre 25e anniversaire de mariage, dis-je. Je veux qu'elle n'oublie jamais ça. Vous êtes un homme cruel, vous savez, sénateur Rick, dit-il en riant. Je fais de mon mieux, Ernesto, dis-je. Contacte-moi dès que possible. Fais-moi savoir ce dont tu as besoin et essaie de rester raisonnable. Je le ferai, Signor Rick, dit-il. À bientôt. Nous avons terminé l'appel et je suis retourné à ma liste de contacts. Il y avait une autre personne que je devais contacter, mais je ne savais pas si elle serait disponible ou disposée à aider. J'ai trouvé son numéro,
Celui qu'elle m'avait donné pour son téléphone portable personnel quand nous étions ensemble en Irak. J'ai pris une profonde inspiration et composé le numéro. À ma surprise, elle a répondu au deuxième appel. « Dieter », dit-elle en répondant. « Dieter, c'est Rick Weston », dis-je. « Rick, oh mon Dieu, ça fait si longtemps », s'exclama-t-elle. « Comment vas-tu ? » « Ça pourrait aller mieux », lui dis-je. « Écoute, as-tu quelques minutes ? » « Bien sûr », dit-elle. J'allais justement m'asseoir pour dîner. « Je peux te rappeler si je te dérange », dis-je. « Non, tu ne me déranges pas », dit-elle. « C'est juste moi et le chat s'est oursi. »« Je suis désolé d'entendre ça », dis-je. « Ce n'est pas grave », dit-elle. « Alors, que se passe-t-il pour toi ? » Elle écouta tranquillement pendant que je lui racontais une version légèrement plus détaillée que le résumé de mon histoire. « Oh mon Dieu », dit-elle quand j'eus terminé. « Et tu as des preuves de tout ça ? » « Oui, dis-je. Des emails, des photos, des vidéos, tout ce que tu veux. » Elle m'a aussi dit que tu lui avais parlé, que tu avais dit quelque chose sur le fait que nous tenions l'un à l'autre. En fait, laisse-moi te lire ce qu'elle a écrit. « J'aimerais bien entendre ça, » dit-elle. Je sortis la lettre de Marcy et la lus. Cette garce est venue me voir et m'a dit avec suffisance qu'elle s'était occupée de toi là-bas, puis elle est partie avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire. Mais quand tu es revenu, j'ai compris exactement ce qu'elle voulait dire. Je veux dire, j'ai lu. Cette menteuse, dit Dieter. Je lui ai spécifiquement dit que nous formions une équipe, que nous veillions l'un sur l'autre, que nous avions chacun le dos de l'autre. Elle a lâché quelque chose comme « je parie que oui », puis m'a claqué la porte au nez. Écoute, je n'aurais pas dû faire ce que je t'ai fait, et je suis désolé si je t'ai compromise de quelque manière que ce soit. C'est ma faute, et je devrais vivre avec ça pour le reste de ma vie. C'est la seule fois où je l'ai trompée. Mais rien de tout cela ne justifie ce qu'elle a fait à mon avis, dis-je. Rick, tu n'as rien à te reprocher, dit-elle. Nous étions tous les deux sous le choc après cette embuscade, et pour être honnête, je ne le regrette pas. Ce n'est pas comme si nous avions planifié et comploté dans son dos. Bien sûr, c'était un peu professionnel, et cela nous aurait coûté cher à tous les deux si nous nous étions fait prendre. Mais je ne regrette pas que cela soit arrivé. Alors, que vas-tu faire ? Je lui ai expliqué mon plan et j'ai attendu une réponse. Elle répondit après quelques instants. J'aime bien, dit-elle. J'aime vraiment bien. J'ai un gars en Colombie qui s'occupe d'une partie, dis-je, mais je n'ai pas accès à l'autre partie. Je pense que je peux t'aider, dit-elle. Quand veux-tu le faire ? Dans 10 jours, dis-je. Ce sera notre 25e anniversaire. Oh, tu es tellement méchant, dit-elle en riant. D'accord, considère que c'est fait. Ce sera mon cadeau d'anniversaire pour toi. Je ne pus m'empêcher de rire. Elle reprit la parole après quelques instants. Tu sais, j'ai beaucoup pensé à toi depuis ce moment-là après l'Irak. J'ai beaucoup pensé à toi aussi, dis-je. Nous formions une super équipe là-bas, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, répondis-je. Tu sais, je n'ai pas réussi à me connecter avec quelqu'un comme ça depuis, dit-elle tristement. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je. C'est la vie, je suppose, dit-elle. Oui, je suppose, lui répondis-je. Quels sont tes projets ? Je pense beaucoup à la retraite ces derniers temps, dit-elle. Je suis trop vieille pour être sur le terrain, alors ils me font travailler au bureau à remplir des papiers. Eh bien, si tu prends ta retraite, je connais une entreprise qui serait ravie de t'embaucher, dis-je. Est-ce que je travaillerai avec un certain colonel à la retraite ? Demanda-t-elle. Je peux te le garantir, dis-je. Eh bien, je suppose qu'il y a quelque chose qui vaut la peine de vivre, dit-elle. Rick, penses-tu que c'est possible ? Pourrions-nous reprendre contact ? Ai-je demandé, terminant sa phrase. Je me souviens quand Marcy et moi faisions ça, mais c'était il y a bien longtemps. Quelque chose comme ça, dit-elle. Tu ne vas pas reprendre Marcy, n'est-ce pas ? Pas après ça ? Non, Marcy a fait son choix. Maintenant elle doit vivre avec lui, dis-je. Et je ne la laisserai pas s'enfuir au soleil couchant avec son ami médecin. D'accord, dit-elle. Parce que j'aimerais vraiment finir ce que nous avons commencé en Irak. J'aimerais ça aussi, dis-je. Mais d'abord, je dois faire quelque chose. Je comprends, dit-elle. Juste une chose, s'il te plaît. Quoi ? Demandai-je. Ne me fais pas attendre trop longtemps, s'il te plaît. Je ne le ferai pas, lui dis-je. Sache juste que si ça marche, mon divorce prendra du temps. Je comprends,
Rick. Sache que je suis là pour toi. Si tu as besoin de parler, appelle-moi, d'accord? Je le ferai, lui dis-je. C'est bon d'entendre ta voix à nouveau, Rick, dit-elle. C'est agréable de t'entendre aussi, lui répondis-je. Bon, je ferai mieux d'y aller, dit-elle. Je te recontacterai, Dieter, je te le promets. Prends soin de toi, dit-elle. On se parlera bientôt. Nous avons terminé la conversation et je me sentais mieux que je ne l'avais été depuis longtemps. Je pense que Marcy avait raison, Dieter était amoureuse de moi. Et honnêtement, à ce moment-là, je me sentais plus proche d'elle que je ne l'avais été de Marcy depuis très longtemps. Le bruit de quelqu'un qui frappait me ramena à la réalité. Merde, me dis-je en allant dans la pièce de devant. Je réalisais que les coups venaient de la porte de derrière. Alors j'allais ouvrir et trouver Leslie avec une assiette couverte de papier aluminium. Elle portait le short en jean déchiré le plus court que j'ai jamais vu de ma vie. Elle avait un t-shirt court laissant voir son ventre. Il était évident qu'elle ne portait pas de soutien-gorge. J'ai pensé que tu pourrais avoir faim, alors je t'ai préparé une assiette, dit-elle. J'espère que tu aimes les lasagnes. Je peux entrer? Bien sûr, dis-je. J'adore les lasagnes. Pose-la sur la table, s'il te plaît. Elle sourit en posant l'assiette sur la table. J'espère que tu aimeras, dit-elle. À moins que tu ne vois autre chose que tu aimerais essayer, ajouta-t-elle. J'admets que j'étais tenté d'accepter son offre. Mais après ce que j'avais découvert et après avoir parlé avec Dieter, je décidai de ne pas le faire. De plus, je sentais que j'avais une vraie chance avec Dieter et je n'allais pas la risquer pour un coup rapide avec Leslie. Aussi tentante que cette offre puisse paraître, j'ai bien peur de devoir reporter ça à une autre fois, dis-je. Son visage changea soudainement et elle se redressa. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle. Tu ne m'aimes pas? Marcy t'a donné la permission, après tout. Je t'aime beaucoup, dis-je. Et je suis sûr qu'elle serait d'accord. En fait, elle a une caméra là-bas, ai-je ajouté. En pointant le détecteur de fumée. Et je suis sûr qu'elle te trouve attirante aussi. Pourquoi ne pas lui faire un signe et lui dire bonjour? Elle était choquée et s'est tournée vers le détecteur de fumée. Quoi? A-t-elle demandé. Tu es sûr de ça? Oh, oui, ai-je dit. Elle a installé des caméras dans presque toutes les pièces de la maison. Et elle a un détective privé qui me surveille. Peut-être toi aussi. Tu ne le savais pas? Non, je ne savais pas, a-t-elle dit. Allons dans mon bureau, Leslie, ai-je dit. J'ai quelque chose à te montrer. Elle m'a suivi dans mon bureau à domicile, où je lui ai donné une impression de l'échange d'emails entre Marcy et Trey. Ses yeux se sont écarquillés en lisant. Quand elle a fini, elle m'a rendu l'impression. Oh, mon Dieu, a-t-elle dit. Cette garce. Je n'en avais aucune idée, Rick. Honnêtement, je ne savais pas. Je sais, ai-je dit. Elle t'a utilisé et a joué avec toi comme elle l'a fait avec moi. Que vas-tu faire? A-t-elle demandé. J'ai quelque chose en préparation, ai-je dit. Et oui, je vais demander le divorce. Et je ne vais rien faire avec personne jusqu'à ce que ce divorce soit finalisé. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Rick, a-t-elle dit doucement. Pouvons-nous rester amis? Je ne vois pas pourquoi pas, ai-je dit. Mais nous ne pouvons pas aller plus loin que ça. D'accord. Rick, a-t-elle dit. Je suis désolé pour tout. J'espère que tu apprécieras les lasagnes. Je suis sûr que je les aimerai, Leslie, ai-je dit. Merci. Je les raccompagnai à la porte de derrière et les regardai partir. J'avoue qu'elle était belle dans ce short, mais il n'était pas question que je risque tout pour coucher avec elle. Après son départ, je suis monté à l'étage et j'ai enfilé mes vêtements de course. J'ai suggéré que les lasagnes, encore bien chaudes, seraient bonnes à mon retour. Après ma course, j'ai pris une douche et me suis changé, puis je suis descendu et j'ai mangé les lasagnes que Leslie m'avait laissées. Elles étaient pleines de fromage, de champignons et de viande, exactement comme je les aime, et c'était délicieux. J'ai lavé mon assiette, pris une bière et suis allé dans mon bureau à domicile, m'arrêtant seulement pour faire un geste obscène à la caméra dans le salon. La première chose que j'ai faite a été de vérifier l'email de Marcy. J'ai vu qu'elle avait répondu à l'enquêteur, lui disant de relâcher un peu la pression pour le moment. Il n'y avait plus de lettres d'elle ou pour elle. Ensuite, j'ai examiné ses finances. Nous avions 3 comptes courants, un pour chacun de nous et un compte joint pour payer les factures. La plupart de ce que nous gagnions allait sur un compte commun, mais chacun de nous gardait 10% pour nous-mêmes.
Nous avions commencé à faire cela peu après notre mariage. Nous avions également convenu que chacun de nous soit ajouté aux cartes de souscription des comptes personnels en cas d'urgence, donc je n'ai eu aucun problème à accéder à son compte. J'ai remarqué qu'elle avait économisé une somme considérable au fil des années, mais j'ai aussi constaté qu'elle avait versé une provision importante à Alison Hargrave, l'avocate, ainsi qu'une somme conséquente à Smith Investigation. J'ai également remarqué quelques achats chez Victoria's Secret. Sans doute pour son amant, car je ne l'ai jamais vu porter quoi que ce soit de cette marque. À partir de là, j'ai fait des recherches sur Alison Hargrave. Le nom m'était vaguement familier, mais je ne me souvenais pas d'où il venait. Une rapide recherche sur Internet a révélé qu'elle n'est pas seulement avocate en droit de la famille, mais aussi auteure. Il y a quelques années, elle a suscité la controverse avec un livre promouvant l'idée d'un mariage dominé par les femmes. Je n'ai jamais lu ce livre, mais j'ai décidé d'y jeter un coup d'œil. J'ai également découvert qu'elle avait été interviewée par le New York Times au sujet de son livre. Dans une interview, elle a admis que bien qu'elle conseille toute personne qui s'adresse à elle, elle n'accepte que des femmes comme clientes et essaie généralement de les attirer vers ce qu'elle appelle le mode de vie de l'épouse fière et du mari cocu. J'ai décidé de faire des recherches à ce sujet avant de prendre rendez-vous. De là, je suis allé sur Amazon et j'ai commandé la version Kindle la moins chère de son livre. Je l'ai téléchargé sur mon Kindle et je suis sorti dans le jardin avec une bière et un cigare. Après avoir trié tout le charabia psychologique et les absurdités, il est devenu assez clair que Hargrave déteste les hommes et prend plaisir à les placer dans des conditions matrimoniales qui m'ont semblé être de la torture et de la cruauté mentale. C'est elle que Marcy a choisie comme avocate, ai-je pensé. Cela en disait long pour moi. J'ai été distrait des conneries de Hargrave quand mon téléphone a sonné. J'ai regardé et vu un message d'Ernesto disant qu'il pouvait arranger ce que je voulais, mais que cela coûterait 1000 $. Il a fourni un numéro de compte bancaire sur lequel je pouvais transférer les fonds et a dit qu'il pouvait tout arranger, en s'assurant que rien ne puisse être retracé jusqu'à moi. J'ai eu une meilleure idée. Je suis allé dans le bureau, j'ai ouvert le compte de Marcy et j'ai transféré l'argent sur le compte qu'Ernesto avait spécifié. Elle avait encore assez d'argent pour que je doute qu'elle vérifie tout. De cette façon, j'ai pensé que si quelque chose était retracé, cela montrerait que l'argent venait d'elle. J'ai répondu à Ernesto, lui disant que c'était fait. J'ai fini de fumer mon cigare et je suis rentré pour regarder un peu la télé et me détendre avant d'aller me coucher. Les jours suivants sont passés assez vite. J'ai suivi la même routine, me lever, vérifier le rapport d'Ernesto, consulter l'email de Marcy, puis aller travailler. Je rentrais chez moi, je courais, je me douchais, je mangeais, je vérifiais mes emails, je buvais une bière, je fumais un cigare, puis je regardais la télé avant d'aller me coucher. Je n'avais plus envie de parler à Marcy, alors je me fichais qu'elle n'appelle pas ou n'envoie pas de message. Je me suis rendu compte que j'appréciais vraiment de ne plus la voir ni l'entendre, car l'amour que j'avais autrefois pour elle avait presque entièrement disparu. Je n'ai vu Leslie qu'une seule fois après lui avoir montré la chaîne d'email imprimée. C'était le lendemain, quand j'ai rapporté l'assiette. Vince m'a invité à rester dîner, mais j'ai décliné, prétextant avoir du travail. Il avait l'air déçu, mais j'étais sûr qu'il s'en remettrait. Personnellement, j'étais content que Leslie reste aussi à l'écart. C'était une distraction dont je n'avais vraiment pas besoin. La seule chose qui me faisait tenir, c'était les appels périodiques avec Dieter. J'avais l'habitude de l'appeler tous les 2 jours juste pour dire bonjour. Nous parlions de beaucoup de choses, nos vies, nos espoirs et nos rêves, même nos animaux de compagnie. Nous parlions même de mes enfants. Plus je lui parlais, plus je me sentais proche d'elle. Finalement, je me suis surpris à penser à elle avant de m'endormir, et j'ai réalisé que j'étais en train de tomber amoureux d'elle. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec Alison Hargrave. Quand je suis arrivé à son bureau, sa secrétaire m'a fait entrer et m'a proposé une tasse de café. En tant qu'homme militaire, j'ai volontiers accepté l'offre. Alison et moi nous sommes serrés la main et je me suis présenté. Elle semblait avoir à peu près mon âge, bien habillée et en bonne forme. J'ai remarqué l'alliance à son doigt et je me suis demandé quel genre de vie menait son mari. Donc, je comprends que vous allez divorcer, a-t-elle dit. Oui, c'est ça, ai-je répondu. Votre nom est Weston, n'est-ce pas? A-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu. Elle a froncé les sourcils en regardant quelque chose sur son ordinateur. Puis elle m'a regardé. Quel est le nom de votre femme, si je peux me permettre? A-t-elle demandé.
Marcy, ai-je dit. C'est le diminutif de Marsu. Je suis désolé, monsieur Keith Weston, mais je ne peux pas vous représenter, a-t-elle dit. Cela créerait un conflit d'intérêts. Voyez-vous, je représente déjà votre femme. Oui, je sais, ai-je dit. Et je sais aussi que vous ne représentez que des femmes. Ça semble un peu sexiste, si vous voulez mon avis. Elle m'a regardé sévèrement. Si vous le saviez déjà, pourquoi êtes-vous venu me voir? A-t-elle demandé. Comme vous le savez peut-être déjà, je suis un officier retraité du renseignement de l'armée, ai-je dit. Et j'aime en savoir autant que possible sur mon ennemi. Ennemi? A-t-elle demandé. C'est comme ça que vous me voyez? À peu près de la même façon que je vous vois, vous et Marcy, ai-je dit. J'ai lu votre livre. J'ai aussi lu l'interview que vous avez donnée au New York Times. Je sais que vous aimez impliquer vos clients dans votre style de vie. Et ce que vous avez fait à ma femme? L'avez-vous attirée? Monsieur Weston, ce sont des informations confidentielles, dit-elle. Bien sûr, dis-je. Saviez-vous que Marcy allait à Columbia pour 6 semaines? Et saviez-vous ce qu'elle prévoyait de faire pendant ces 6 semaines? Encore une fois, Monsieur Pease Weston, ce sont des informations confidentielles, et je ne suis pas autorisé à les divulguer, dit-elle. J'ai hoché la tête. Je vois que vous êtes marié, lui ai-je dit. Elle regarda ses bagues un instant. J'ai trouvé votre chapitre sur les maris contrôlants intéressant. Dites-moi, traitez-vous votre mari de la façon que vous suggérez dans ce chapitre? Le gardez-vous dans une cage de chasteté et le forcez-vous à vous appeler maîtresse pendant qu'il vous sert et se soumet? L'humiliez-vous, contrôlant chacun de ses mouvements, et le forçant à vous regarder vous amuser avec vos amants? Ce ne sont pas vos affaires, monsieur Pronucis Weston, et je pense que cet entretien est terminé. S'il vous plaît, vous connaissez la sortie, dit-elle. J'ai souri et hoché la tête. J'aimerais dire que c'était un plaisir de vous rencontrer, Madame Hargrave, ai-je dit en me levant. Mais ce serait un mensonge. Je suis sûr que nous nous reverrons. Au revoir. Je me suis dirigé vers la porte et me suis arrêté pour me tourner vers elle une dernière fois. Au fait, j'ai personnellement trouvé votre livre dégoûtant. Passez une bonne journée. Je suis sorti de son bureau avant qu'elle ne puisse répondre. La secrétaire m'a regardé avec un sourire alors que je sortais. Je me demande si elle a entendu ce qui s'est passé. Finalement, le jour de notre 25e anniversaire est arrivé. J'avais beaucoup de temps de travail accumulé, alors j'ai pris la journée. Je savais que ça allait être une journée chargée et je voulais être à la maison pour suivre les développements. Tôt ce matin, j'ai reçu un message de Dieter disant qu'elle avait pu faire ce que je lui avais demandé. J'ai attendu nerveusement des nouvelles d'Ernesto. Vers le milieu de la matinée, j'ai reçu un message de lui. Vérifiez votre email. Après avoir allumé l'ordinateur, j'ai ouvert mon client de messagerie et j'ai vu qu'il avait envoyé une vidéo, alors je l'ai ouverte. La vidéo semble avoir été filmée depuis un point surplombant une route de terre où un point de contrôle temporaire avait été installé. J'ai vu 3 SUV descendre la route vers le point de contrôle. Alors que les véhicules approchaient, des soldats armés les ont arrêtés. Ils ont crié des ordres à 2 personnes dans le SUV avant d'ouvrir les portes. Pendant que je regardais, les soldats ont commencé à ouvrir des boîtes et à fouiller ce qu'il y avait à l'intérieur. La seconde suivante, l'un d'eux a crié et plusieurs autres soldats armés ont accouru. Ils ont regardé les boîtes, puis ont commencé à les déplacer vers un véhicule militaire garé à proximité. Un des soldats a pointé son arme sur la portière du conducteur et a crié un ordre. La porte s'est ouverte et j'ai vu Trey sortir les mains en l'air. Marcy est sorti du côté passager, marchant entre 2 soldats armés. Ils ont tous 2 été brutalement menottés et placés dans un véhicule militaire. Un camion de remorquage est arrivé et le SUV dans lequel ils se trouvaient a été attelé et emmené. Les soldats ont inspecté les 2 autres véhicules avant de finalement les laisser passer. Dire que j'étais choqué serait un euphémisme. J'ai sorti mon téléphone et appelé Ernesto. « Hola », a dit Ernesto en décrochant. « Je suppose que vous avez vu la vidéo. »« Je l'ai vue, Ernesto », ai-je dit. « Que diable s'est-il passé ?»« Eh bien, nous avons obtenu ce que vous avez demandé. Un peu, juste de quoi la faire expulser. Malheureusement, mes hommes n'ont pas pu le placer sur elle, a-t-il dit. Il s'avère que son amant, le docteur Tautrey, fait passer des quantités importantes de substances illégales depuis un certain temps. La voiture contenait déjà plusieurs kilos dans des boîtes marquées comme médicales. Mes hommes ont vu des choses être emballées et chargées,
Alors ils se sont écartés. Ils ne voulaient pas s'impliquer avec le cartel et je ne les blâme pas. Moi non plus, ai-je dit. Alors où sont Marcy et Trey maintenant? Était-elle impliquée dans tout ça? Ils sont tous les deux en prison, a dit Ernesto. Il semble qu'elle ait pu être au courant, mais dans quelle mesure exactement, je ne suis pas sûr. Ils ont 48 heures pour les présenter à un juge et l'enquête pourrait prendre jusqu'à 90 jours pour décider s'il faut porter des accusations. Mais à en juger par ce que nous avons vu, je pense que cela ne prendra pas autant de temps. Que va-t-il leur arriver, ai-je demandé. Le consulat est-il au courant? Je suis sûr que le consulat à Bogota est déjà au courant, a dit Ernesto. C'est arrivé assez tôt ce matin. Surveille ça pour moi, Ernesto, ai-je dit. Je le ferai, patron, a-t-il dit. Je suis désolé que ça se soit passé ainsi. Je sais que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Ne t'excuse pas, ai-je dit. Ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais si elle est impliquée là-dedans avec Trey, elle mérite ce qui lui arrive. Nous avons terminé l'appel et j'ai immédiatement appelé Derder pour l'informer de ce qui s'était passé. Elle n'avait pas l'air trop surprise. As-tu des contacts pour savoir ce qui se passe là-bas, ai-je demandé. Ce n'est pas mon domaine, a-t-elle dit. Mais je connais le chef de station là-bas et je peux l'appeler pour me renseigner. S'il te plaît, fais-le, ai-je dit. Je t'appellerai dès que j'aurai des nouvelles, a-t-elle dit. En attendant son appel, j'ai pris un sac poubelle et fait le tour de la maison, ramassant toutes les caméras et les microphones que Marcy avait installés. Je suis aussi allé au grenier et j'ai pris le récepteur et l'ordinateur portable. J'ai tout fourré dans le sac, sans me soucier si quelque chose se cassait, puis je l'ai déposé dans l'allée devant le garage. J'ai appelé Smith Investigation. Smith Investigation, a répondu une voix féminine. J'aimerais parler au grand patron, s'il vous plaît, ai-je dit. D'accord, monsieur. Un instant, s'il vous plaît, a-t-elle marmonné. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu la voix de l'homme que j'avais rencontré plus tôt chez Yancy. James Smith, comment puis-je vous aider? A-t-il demandé. C'est Rick Weston, ai-je dit. Vous vous souvenez de moi? Nous nous sommes rencontrés sur le parking de Yancy l'autre jour. Votre cliente est dans une prison colombienne. J'ai retiré toutes vos saletés de ma maison. C'est dans un sac poubelle dans mon allée. Si ce n'est pas parti demain matin, je le jetterai avec le reste des ordures. Compris? Oui, monsieur, a-t-il dit. J'ai mis fin à la conversation, sans me soucier de ce qu'il disait. Les choses ont disparu le lendemain matin quand je suis parti travailler. J'ai supposé que Smith les avait prises, mais je m'en fichais si quelqu'un était venu les voler. Quelques instants après avoir fini de parler à Smith, mon téléphone a sonné. C'était Dieter. Je viens de parler au chef de station à Bogota, a-t-elle dit. Qu'as-tu découvert? Ai-je demandé. Les fédéraux en Colombie suivent Trey depuis son arrivée à Bogota, a-t-elle dit. Il s'avère qu'il est un parent éloigné de l'homme qui dirige tout ce trafic. Si Marcy est impliquée avec lui, elle risque une longue peine de prison là-bas. Le juge chargé de l'affaire est connu pour être particulièrement sévère envers les étrangers. Combien de temps risque-t-elle? Ai-je demandé. Au moins 10 ans, a-t-elle dit. Eh bien, je dirais que si elle n'est pas prête pour la punition, elle n'aurait pas dû commettre le crime, ai-je dit. Quelle quantité transportait-il? Selon ma source, au moins 20 livres, a-t-elle dit. Bon sang, ai-je dit. Tu peux t'attendre à une visite du département d'État bientôt, a dit Dieter. Tiens-moi au courant de comment se passe la réunion. Je m'en doutais, ai-je dit. Je t'appellerai quand j'aurai des nouvelles. Alors, que comptes-tu faire maintenant? A-t-elle demandé. Divorcer, ai-je dit. Je ne vais pas rester mariée à une tricheuse. D'accord, a-t-elle dit. Après avoir fini de parler, j'ai appelé l'hôtel à Bogota où il séjournait. Pablo a répondu. Bonjour Pablo, ai-je dit. C'est Rick Weston. Pouvez-vous me passer Penny Washington, s'il vous plaît? Bien sûr, Seigneur Weston, je serais ravi de le faire pour vous, a-t-il dit. Penny a répondu au téléphone dès la première sonnerie. Allô, a-t-elle dit nerveusement. Penny, c'est Rick Weston, ai-je dit. J'essayais de contacter ma femme, ai-je menti. C'est notre anniversaire aujourd'hui et je voulais lui dire bonjour. Savez-vous où elle est? Est-ce qu'elle fête ça avec Trey? Non, Rick, elle ne fête rien, a dit Penny. Il semblait qu'elle était sur le point de pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas, Penny, ai-je demandé. Oh, Rick, c'était terrible, a-t-elle dit.
Nous allions au village en voiture et nous avons été arrêtés à un point de contrôle. Marcy et Trey ont été arrêtés. Les soldats ont dit qu'ils transportaient des substances illégales. Nous avons été interrogés sous la menace d'une arme. J'ai cru qu'ils allaient nous tuer. Ils ont emmené Marcy et Trey et nous ont ramenés à l'hôtel. Ils n'arrêtaient pas de nous poser des questions, mais nous ne savions pas de quoi ils parlaient. Ils nous ont finalement dit de rester à l'hôtel et de ne pas bouger. Je comprends, ai-je dit. Ça ressemble à une petite aventure. Que se passe-t-il maintenant? Je ne sais pas, a-t-elle dit. Les gens de Médecins sans frontières nous ont dit de rester sur place pour le moment. Ils ont dit que nous pourrions rester ici jusqu'à 3 mois. Je suis sûr qu'ils veulent juste faire une enquête approfondie, Penny, ai-je dit. As-tu déjà parlé à Josh? Non, je ne l'ai pas fait, a-t-elle dit. Lui as-tu parlé depuis notre dernière conversation? Non, Penny, j'ai eu assez à faire depuis que tu es parti pour ta petite aventure sexuelle en Amérique du Sud, ai-je dit. Mais j'ai l'intention de lui parler bientôt. S'il te plaît, Rick, tu ne peux pas lui dire ce qui se passe, a-t-elle supplié. Ça va le tuer. Pas autant que ta tromperie, ai-je dit. Ne penses-tu pas que ton mari mérite de savoir quel genre de femme il a pour épouse? Je t'en supplie, ne lui dis pas, a-t-elle imploré. Passe une bonne journée, Penny, ai-je dit avant de raccrocher. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà une vidéo d'elle et de son amant médecin. J'ai trouvé le numéro de portable de Josh parmi mes contacts. J'ai décidé de l'appeler. Josh, a-t-il dit en répondant. Josh, c'est Rick Weston, ai-je dit. As-tu quelques minutes? Oui, bien sûr, Rick, a-t-il dit. Que s'est-il passé? Je lui ai donné une brève version de ce qui se passait en Colombie, y compris l'arrestation, et j'ai proposé de lui envoyer une vidéo des activités de Penny. Oui, envoie-la-moi, a-t-il dit. Je soupçonnais que quelque chose se passait. Penny semblait différente les dernières fois que nous avons parlé. Désolé, Josh, ai-je dit. Je ne pouvais tout simplement pas te le cacher, et j'avais assez de problèmes moi-même. C'est bon, Rick, a-t-il dit. Je comprends, je suis sûr que ce n'était pas facile pour toi. Alors que vas-tu faire, ai-je demandé. Je ne pense pas pouvoir surmonter ça, a-t-il dit. Ce n'est pas la première fois qu'elle me trompe, mais je jure devant Dieu que c'est la dernière fois. Merci de m'avoir mis au courant. Nous avons terminé la conversation et je lui ai envoyé quelques vidéos enregistrées dans la chambre de Penny. Mon prochain appel était pour un avocat spécialisé en divorce. J'ai pris rendez-vous dans 3 jours. Quelques jours plus tard, mon patron, Bill Hastings, m'a convoqué. Quand je suis arrivé à son bureau, il y avait un grand homme en costume sombre. Il s'est levé quand je suis entré. Rick, voici Thomas Herman, a dit Bill. Il vient du département d'État. Tom a tendu la main et je l'ai serré. Tom, voici Rick Weston. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Weston, a dit Tom. Ravi de vous rencontrer, Tom, ai-je dit. Que puis-je faire pour le département d'État? Eh bien, Rick, votre femme, Marsha, a été arrêtée par les autorités fédérales en Colombie, a dit Tom. Elle a été accusée de trafic de substances contrôlées. Quoi? Ai-je demandé. Vous en êtes sûr? Elle doit être là-bas avec Médecins sans frontières. C'est difficile à croire qu'elle soit impliquée dans cela. Bien sûr, je mentais. Je pensais qu'il valait mieux faire bonne figure quand on joue mal. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire pour l'aider? C'est une citoyenne américaine. J'ai bien peur que non, Rick, a dit Tom. Voyez-vous, les Américains en Colombie sont soumis aux lois locales. S'ils enfreignent la loi, ils sont arrêtés par les autorités locales. Nous ne pouvons pas simplement aller les sortir de prison. Nous pouvons surveiller la situation, organiser des visites, faire des contrôles de bien-être, ce genre de choses. Mais nous ne pouvons pas interférer dans les procédures judiciaires là-bas. Je comprends, ai-je dit. Et il y a un autre problème, a-t-il dit. Lequel? Ai-je demandé. Même si elle était libérée aujourd'hui, elle ne pourrait pas rentrer chez elle, a-t-il dit. Il semble qu'elle soit déjà sur la liste d'interdiction de vol. Est-ce vrai? Ai-je demandé. Oui, a-t-il dit. Ça pourrait être juste une erreur administrative. Ça arrive. Mais c'est assez difficile de retirer quelqu'un de cette liste. Alors qu'est-ce qu'il attend? Ai-je demandé. Eh bien, les lois en Colombie sont parmi les plus strictes de l'hémisphère occidental, a dit Tom. Elle pourrait écoper jusqu'à 12 ans de prison. 12 ans? Ai-je demandé.
Oui, a-t-il dit. Après 7 ou 8 ans, le juge pourrait lui accorder une libération conditionnelle. Mais elle ne pourra pas quitter le pays et ne pourra pas travailler légalement en Colombie parce qu'elle est étrangère. Donc elle passera probablement toute sa peine en prison. Bien sûr, il y a des moyens d'aider. Mais avec son placement sur la liste d'interdiction de vol, elle est effectivement bloquée là-bas. Elle aura besoin d'argent pour les dépenses, les frais juridiques, etc. Il a ajouté, en sortant une brochure de sa mallette, « Cette brochure expliquera comment faire. Assurez-vous de suivre les instructions. Si vous ne le faites pas, cela pourrait retarder la réception de vos fonds. Si vous voulez, je peux vous aider à organiser une visite. Est-ce que cela vous intéresse? Oui, ai-je dit. J'ai quelque chose à faire. Puis-je vous appeler dans quelques jours? Bien sûr, a-t-il dit, en sortant une carte de visite de sa poche. Voici mon numéro direct. Appelez à tout moment pendant les heures de bureau. J'ai pris la carte de visite et l'ai mise dans ma poche. Juste une chose, Tom, ai-je dit. Qu'en est-il du reste de l'équipe? Sont-ils également détenus? Une autre personne a été arrêtée, a dit Tom. On a demandé aux autres de rester à Bogota pendant un moment. Je ne peux vraiment pas en dire plus. D'accord, ai-je dit. Merci pour votre aide. Je vous recontacterai. Nous nous sommes serrés la main et il a quitté le bureau. Bill m'a fait signe de rester. Une fois qu'il fut sûr que Tom était parti, Bill a fermé la porte et s'est tourné vers moi. Ce n'est pas bon, Rick, a-t-il dit. Cela pourrait affecter votre sécurité et peut-être votre emploi. Vous devez régler ça rapidement. Je comprends, Bill, ai-je dit. Je lui ai donné une version courte de ce que je savais déjà. Je ne lui ai pas parlé de mon plan avec Ernesto, éditeur. Il a écouté, choqué par ce qu'il entendait. J'ai rendez-vous avec un avocat demain. J'ai l'intention de remettre personnellement les papiers du divorce en Colombie. D'accord, a dit Bill. Écoutez, vous avez beaucoup de temps de travail accumulé. Prenez 2 semaines. Faites ce que vous avez à faire et mettez tout en ordre. Je le ferai, Bill, ai-je dit. Merci. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à parcourir les emails de Marcy, cette fois en cherchant des termes ou des phrases spécifiques. J'ai obtenu quelques résultats et j'ai examiné les emails. La plupart semblaient inoffensifs, mais j'ai trouvé une chaîne d'emails qui semblait prometteuse. Veux-tu gagner beaucoup d'argent lors de notre voyage en Colombie? Demandait Trey dans une lettre envoyée environ 3 mois avant leur voyage. Bien sûr, répondit Marcy. Que veux-tu dire? Pas ici, répondit-il. Rencontrons-nous en personne après le travail et je t'expliquerai tout. Rien d'autre n'a été mentionné pendant 1 semaine. Puis Trey a envoyé un autre email. Alors, demanda-t-il, as-tu décidé? Es-tu sûr que ça va marcher? Demanda-t-elle. Bien sûr, dit-il. Je l'ai déjà fait. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. D'accord, répondit-elle. J'en suis. Bonne fille, dit-il. Fais-moi confiance, tu vas aimer ça. Bingo, ai-je pensé. J'ai marqué cette lettre et l'ai sauvegardée en PDF sur une clé USB avec d'autres lettres. Je suis ensuite passé à la vidéo, cette fois en écoutant tout ce qui pourrait faire allusion à un plan de transport de substances illégales. Je rejouais les scènes de sexe et j'ai capté une conversation entre eux la veille de leur capture. J'ai noté la date et l'heure sur la vidéo. Es-tu prête? Demanda Trey. Demain est le grand jour. Je pense que oui, dit-elle nerveusement. D'accord, dit-il. Le produit sera chargé dans notre véhicule demain matin. Nous n'aurons même pas à le toucher ou à le voir. Il sera dans des boîtes marquées « médicales ». Et tu es sûr qu'on ne se fera pas prendre? Demanda Marcy. J'ai emprunté cette route de nombreuses fois, dit-il. Il n'y a jamais eu de point de contrôle là-bas auparavant. Si tout se passe bien, nous le ferons plus souvent. Si tout se déroule comme prévu, d'ici notre départ, nous aurons assez d'argent pour prendre notre retraite. Ça me semble bien, dit-elle. Bingo, pensai-je. Je pris note de la vidéo et l'enregistrai sur une clé USB. Après avoir rassemblé mes pensées, j'envoyai un email aux enfants, leur demandant de me rejoindre pour un appel Skype le lendemain soir. Puis j'appelai Ernesto et lui racontai ce que j'avais trouvé. Merde, dit-il. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais examiner le reste des vidéos et des lettres pour voir si je peux trouver autre chose, dis-je. Demain, je rencontrerai un avocat spécialisé en divorce et j'ai l'intention de lui remettre les documents en personne.
Tu viendras ici? Demanda-t-il. Oui, c'est mon plan, dis-je. Pendant que je serai là-bas, j'ai aussi l'intention de remettre ces preuves au procureur. Tu peux rester chez moi avec ma famille si tu veux, proposa Ernesto. J'apprécie, Ernesto, dis-je. J'ai hâte de goûter la cuisine de Lupe. Il rit. Crois-moi, tu n'as pas vraiment mangé tant que tu n'as pas goûté sa cuisine, dit-il. Appelle-moi quand tu seras prêt et je viendrai te chercher à l'aéroport. Je le ferai, dis-je. On se reparle plus tard. Je regardai ma montre et réalisai que je devais envoyer de l'argent à Marcy. Je lus le livret que Tom m'avait donné. Selon lui, le Bureau des affaires des citoyens à l'étranger du département d'État créerait un fonds fiduciaire pour elle, ce qui coûterait $1,30. Tom avait écrit une note au bas de la page indiquant que le fonds fiduciaire avait déjà été créé et que la contribution initiale de $1,30 serait déduite de l'argent que j'enverrais. Le Bureau des citoyens étrangers transférerait à son tour l'argent à l'ambassade, qui le transmettrait aux autorités pénitentiaires en Colombie. Selon le livret, l'ensemble du processus pouvait prendre jusqu'à 3 ou 4 semaines. Je décidai d'utiliser Western Union car c'était le moyen le plus rapide de transférer des fonds. J'avais déjà toutes les informations du compte de Marcy, alors je vérifiai son compte, me connectai au site web de Western Union et envoyai tout sauf $5 en son nom. Une fois que je fus sûr que l'argent était parti, je pris un tas de sacs poubelles et jetai toutes ses affaires, y compris notre album de mariage, sans me soucier que quoi que ce soit puisse être endommagé. Je fourrai les sacs remplis dans sa voiture. J'appelai ses parents et leur expliquai la situation. Ils furent dévastés d'entendre parler de mes projets de divorce et essayèrent de m'en dissuader. Je refusai, disant que c'était depuis longtemps nécessaire. Ils furent également attristés d'apprendre qu'elle était dans une prison colombienne. « Es-tu sûr que Marcy était impliquée dans tout ça ?» demanda son père. « Absolument certain, dis-je. J'ai même des preuves que je donnerai au procureur. J'ai juste besoin de sortir ces affaires d'ici. » D'accord, Rick, on va prendre ces affaires, dit-il finalement. Je suis désolé que ça en soit arrivé là. Nous ne savions pas que c'était si grave. Nous nous dîmes au revoir et terminâmes la conversation. Une demi-heure plus tard, ils arrivèrent et prirent sa voiture ainsi que le reste de ses affaires. Ils étaient très bouleversés d'apprendre ce que Marcy avait fait, mais ils comprenaient mes raisons pour le divorce. « S'il te plaît, reste en contact avec nous, Rick, dit sa mère en me serrant dans ses bras. « Je le ferai, maman, dis-je. » Son père et moi nous serrâmes la main, sachant que c'était probablement la dernière fois que nous nous verrions. J'étais épuisé, tant physiquement qu'émotionnellement, quand ils partirent. Je pris une bière et un cigare et m'assis sur la terrasse arrière. Je n'étais pas assis là depuis longtemps quand le téléphone sonna, c'était Dieter, qui appelait pour voir si j'allais bien. « Salut, dis-je en répondant à l'appel. « Salut, dit-elle. Comment vas-tu ? » Ça a été mieux, dis-je. En ce moment, je profite d'une bière et d'une cigarette. Je ne dirai pas non à l'un ou l'autre, dit-elle. Quoi exactement? La bière ou les cigares? Demandai-je. Les deux, dit-elle, ce qui me fit rire. Tu fumes des cigares? Demandai-je. Parfois, dit-elle. Comment s'est passée ta journée? Je lui racontai tout ce qui s'était passé et lui dis que j'avais rendez-vous avec un avocat demain. On dirait que tu as eu une de ces journées, dit-elle. Oui, c'était une journée difficile, dis-je, mais entendre ta voix me fait me sentir mieux. D'accord, dit-elle. Au fait, j'ai une idée, lui dis-je. Encore une? Demanda-t-elle sarcastiquement. Je ris, puis lui dis ce que j'avais en tête. Il y eut quelques moments de silence quand j'eus fini et je faillis lui demander si elle allait bien. Finalement, elle répondit. Tu sais, c'est la meilleure idée que j'ai entendue depuis longtemps, dit-elle. Faisons-le. Tu es partante, dis-je. Je te donnerai tous les détails quand je reviendrai de Colombie. J'ai hâte, dit-elle. Nous parlâmes un peu plus longtemps avant de terminer l'appel. Je me sentais beaucoup mieux après notre conversation. Le lendemain, j'allais voir mon avocate. Je vérifiai 2 fois que j'avais tout, puis partis. Quand j'arrivai à son bureau, je fus escorté par sa secrétaire et on m'offrit une tasse de café, que j'acceptai avec gratitude. Lisa Hawkins n'était en rien comme Alice chez Hargrave. Elle exsudait la confiance et, plus importante encore, elle était ouverte et amicale. Elle écouta mon histoire, prit des notes, puis examina les preuves, y compris la lettre de Marcy et les emails imprimés.
Je lui ai également parlé de l'accusation portée contre Marcy en Colombie. Eh bien, cela devrait faciliter un peu les choses, dit-elle. Combien de temps risque-t-elle là-bas? Ils m'ont dit jusqu'à mes 12 ans, ai-je répondu. 12 ans dans une prison colombienne, dit Lisa. Ce ne sera pas facile pour elle là-bas. Que voulez-vous obtenir de tout cela? Tout. Elle peut garder son 401K, ses vêtements et sa voiture, ai-je dit. J'ai déjà envoyé la plupart de son argent là-bas pour ses dépenses. Je veux garder le reste. Je pense que c'est possible, dit-elle. Heureusement, vous pouvez déposer une demande pour trahison et cruauté dans cet État, et je pense que vous avez montré des motifs suffisants pour le faire. De plus, les juges prennent en compte ce genre de choses lors du partage des biens. Par simple curiosité, comment comptez-vous lui faire parvenir les papiers? Si vous passez par le système, cela pourrait prendre des semaines. J'ai l'intention de lui remettre les documents en personne, ai-je dit. J'espère pouvoir la convaincre de les signer et d'en finir. D'accord, dit-elle. Je peux les avoir prêts et signifiés dans les 2 jours. Cela vous convient-il? Oui, ai-je dit. Et qu'en est-il de Trey, de son avocate et de l'hôpital? Vous voulez dire Alison Hargrave? Demanda-t-elle. Oui, ai-je dit. J'avais l'impression que Madame Hargrave l'avait convaincue de faire de moi une sorte de cocu soumis. J'ai essayé de me renseigner moi-même, mais elle a refusé de me répondre. Avez-vous vraiment parlé vous-même à Alison Hargrave? Demanda Lisa. Oui, ai-je dit. Vous êtes une personne très courageuse, dit-elle. Eh bien, elle est protégée par le secret professionnel, donc elle a raison de ne pas révéler ce qui s'est passé entre elles. De plus, bien qu'il soit possible d'intenter un procès pour rupture de mariage dans cet État, en pratique, ces poursuites ne vont presque jamais jusqu'au tribunal. Mon meilleur conseil est de laisser tomber et de ne pas gaspiller d'argent pour eux. J'ai suivi son conseil et nous avons terminé la réunion avec la promesse de me faire savoir quand les documents seraient prêts et déposés. 2 jours maximum, dit-elle. Je l'ai remercié, payé une avance importante et suis parti. Plus tard dans la journée, j'ai parlé aux enfants sur Skype. C'était merveilleux de les voir et j'aurais aimé pouvoir leur annoncer de meilleures nouvelles. Et, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Kyle. Salut, papa, ajouta Rhonda. Que se passe-t-il? Les enfants, j'ai des nouvelles que je voulais vous dire à tous les 2 en même temps, ai-je dit. Est-il arrivé quelque chose, papa? Demanda Rhonda. Oui, ai-je dit. Votre mère et moi allons divorcer. Ils ont tous 2 haleté de choc en entendant cela. Pourquoi, papa? Demanda Kyle. Oui, ajouta Rhonda. As-tu fait quelque chose? Je leur ai raconté une version courte de l'histoire et j'ai terminé en leur disant que leur mère était dans une prison colombienne. Es-tu sûr qu'elle était vraiment impliquée dans tout ça, papa? Demanda Rhonda. Oui, Rhonda, j'ai bien peur que ce soit vrai, dis-je. J'ai des preuves que je présenterai au procureur quand j'irai le voir. Tu vas aider le procureur? Tu vas les aider à la mettre en prison? Demanda Kyle. Elle a enfreint la loi, mon fils, dis-je. Je n'aime pas ça, mais c'est comme ça. Je ne peux pas simplement fermer les yeux là-dessus et tu le sais. Je sais, dit Kyle doucement. C'est juste comme ça que ça se passe. Confus, je demandai. Tu comprends? Il hocha la tête. Je sais, mon fils, c'est vraiment déroutant et j'en suis désolé. Mais votre mère a pris la décision de le faire et elle s'est fait prendre. Nous avons parlé un peu plus longtemps et j'ai répondu à toutes leurs questions. C'était une conversation difficile, mais à la fin, ils savaient tout ce que leur mère avait fait et comprenaient pourquoi je devais faire ce que je faisais. J'ai promis de leur envoyer une adresse pour qu'ils puissent lui écrire des lettres, et nous avons terminé la conversation en larmes. Après avoir fini, j'ai appelé Tom et lui ai demandé d'organiser une visite le lendemain de la réception des documents. Il a promis de tout arranger, et nous avons terminé la conversation. Ensuite, j'ai appelé Ernesto et je lui ai parlé de mes plans. Au fait, sais-tu qui s'occupe de l'affaire? Ai-je demandé. C'est Ricardo Montoya, dit Ernesto. C'est un dur à cuire, crois-moi. D'accord. Quand j'arriverai, j'aurai des preuves que je lui remettrai, dis-je. D'accord, dit Ernesto avant que nous ne terminions la conversation. Mon dernier appel était pour Derder. Elle a écouté attentivement pendant que je la mettais au courant. Nous avons parlé pendant un bon moment et je me sentais mieux après notre conversation. 2 jours plus tard, Lisa m'a contacté pour me dire que les documents avaient été déposés au tribunal et qu'une copie avait été préparée pour que Marcy la signe.
J'avais déjà mes affaires emballées et mes billets d'avion prêts, alors j'ai attrapé mon passeport et quelques dernières choses, puis je suis parti. Après avoir récupéré les documents auprès de Lisa, j'ai appelé Ernesto et lui ai dit que je me dirigeais vers l'aéroport. Tom a envoyé un message disant que la visite avait été organisée. J'ai envoyé une réponse pour le remercier. Ernesto m'a rencontré dès que j'ai passé la douane. Nous avons récupéré mes bagages et nous sommes dirigés vers sa voiture. Où allons-nous d'abord? A-t-il demandé une fois installé. D'abord, je dois voir Seigneur Montoya, ai-je dit. Il a hoché la tête et a démarré. Quand nous sommes arrivés au bâtiment gouvernemental où se trouvait son bureau, Ernesto a garé la voiture. Je vous attendrai ici, Seigneur Rick, a-t-il dit. J'ai acquiescé et je suis entré. J'ai trouvé le bureau de Montoya et la secrétaire m'a arrêté. Puis-je vous aider, Seigneur? A-t-elle demandé en anglais avec un accent. Oui, s'il vous plaît. Je voudrais voir Seigneur Montoya. J'ai des informations sur une affaire dont il s'occupe, ai-je dit. Vous avez des informations pour moi, Seigneur? J'ai entendu une voix derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu un homme bien habillé debout dans l'embrasure de la porte. Vous êtes Seigneur Montoya? Ai-je demandé. Oui, c'est moi, a-t-il dit. Qui êtes-vous, Rick Weston? Ai-je dit en tendant la main. Je crois comprendre que vous poursuivez une affaire contre ma femme, Marcy. Il m'a serré la main et a hoché la tête. Weston, a-t-il dit. Oui, bien sûr. Veuillez entrer. Il m'a conduit dans son bureau et a fermé la porte. Alors, quelles informations avez-vous pour moi? J'ai sorti une clé USB et la lui ai tendue. Sur ce disque, vous trouverez une vidéo d'elle et de Trey Cardosa parlant du transport de marchandises, ce qui, je suppose, fait référence à ce qui a été trouvé sur elle. Ai-je dit. Il y a d'autres vidéos. Vous trouverez également des correspondances par email. J'ai ajouté un fichier texte avec l'URL de son email et ses identifiants. Peut-être trouverez-vous quelque chose d'utile dans ces lettres. Il m'a regardé avec suspicion avant de parler. Comprenez-vous, Seigneur Weston, que mon travail consiste à la mettre en prison pour longtemps? A-t-il demandé. Oui, je le sais, ai-je dit. Alors expliquez-moi. Pourquoi me donnez-vous ces preuves? N'êtes-vous pas censé aider son avocat? A-t-il demandé. Comme je ne répondais pas tout de suite, il a souri et hoché la tête. Ah, votre femme a eu une liaison avec le docteur Cardosa, n'est-ce pas? A-t-il demandé. J'ai acquiescé. Oui, ai-je dit. Je comprends, a-t-il dit avec un léger sourire. Et vous voyez cette accusation comme un moyen de vous venger, n'est-ce pas? Je comprends. Si j'étais vous, je ferais probablement la même chose ou pire en découvrant que ma femme me trompait. Mais je ne laisserai pas mon bureau être utilisé pour votre vengeance, aussi méritée soit-elle. Seigneur Montoya, je comprends comment vous pouvez en arriver à cette conclusion, ai-je dit. Oui, je veux ma part de justice, mais j'ai l'intention de lui faire signifier les papiers du divorce. C'est pour cela que je suis venu à Bogota. Je suis aussi un officier de renseignement de l'armée à la retraite et je ne peux pas fermer les yeux sur une violation de la loi, même s'il s'agit de ma future ex-femme. De plus, je travaille pour une entreprise internationale avec un bureau à Bogota, et je manquerais à mes devoirs si je ne vous présentais pas ce que je sais. Que vous utilisiez ces informations ou non est votre choix, Seigneur Montoya, ai-je dit. Il a hoché la tête quand j'ai terminé. D'accord, Seigneur Weston, a-t-il dit. Je vais examiner vos preuves. Combien de temps prévoyez-vous de rester à Bogota? Un jour ou deux maximum, ai-je dit. Je vais faire signifier les papiers du divorce à ma femme demain et j'espère qu'elle les signera. Ensuite, je retournerai aux États-Unis. Où logez-vous? Demanda-t-il. J'ai été invité à séjourner chez un collègue qui travaille dans notre bureau ici, dis-je. Je ne me souviens pas de l'adresse par cœur, mais je peux vous donner mon numéro de portable. Pas besoin, Seigneur Weston, dit-il. Je vous verrai avant votre départ. Bienvenue à Bogota. J'ai hoché la tête et lui ai serré la main. Merci, Seigneur Montoya, ai-je dit en sortant. Alors, comment ça s'est passé? Demanda Ernesto quand je suis revenu à sa voiture. Vous aviez raison, dis-je. Montoya, un sacré dur à cuire. Ernesto rit. Vous n'avez pas idée, dit-il. Allons chez moi. Lupe a cuisiné toute la journée. Nous sommes arrivés chez lui et il m'a installé dans une petite chambre d'amis pour la nuit après m'avoir présenté sa femme Lupe et ses enfants. Nous nous sommes assis pour dîner et après qu'Ernesto ait dit une prière de remerciement,
Lupe a servi le repas. Je ne reconnaissais pas le plat qu'elle a placé devant nous et j'ai regardé Ernesto. Ça s'appelle bandera paisa, dit-il. J'en mange depuis toujours. Bon appétit. Je ne savais pas par où commencer, alors j'ai simplement pris une fourchette. L'assiette contenait de la viande, des œufs brouillés, du riz, des haricots, la moitié d'un avocat, du chorizo et quelque chose appelé plantain. Je n'en avais jamais entendu parler. Mais c'est avéré être très savoureux. Quand j'ai fini l'assiette, j'étais déjà rassasié. C'était délicieux, Lupe, ai-je dit quand j'ai terminé. Elle a souri et m'a remercié pour le compliment. Quand nous avons fini, Ernesto et moi nous sommes assis dehors avec un cigare et un verre d'aguardiente ou eau de feu. C'était doux mais avait un fort coup de pied et je pouvais certainement comprendre pourquoi on l'appelait ainsi, ça brûlait la gorge. Nous avons parlé un peu de tout et de rien, rien de sérieux. Finalement, il a fait nuit et nous sommes allés nous coucher. Après le petit déjeuner le lendemain, Ernesto m'a emmené à la prison où Marcy était détenue. Je n'en revenais pas de l'état de la prison. Bruyante, bondée et malodorante. J'ai rencontré un homme de l'ambassade et nous sommes entrés ensemble où on nous a conduits dans une petite pièce. Marcy était déjà là et elle avait l'air terrible. Son visage était émacié, ses yeux étaient rouges et cernés. Il était clair qu'elle avait perdu du poids. J'ai aussi remarqué qu'elle était enchaînée à la table. Elle a levé la tête et m'a regardé avec de la tristesse dans les yeux. Je me suis assis en face d'elle et j'ai ouvert ma mallette. J'ai sorti le paquet et l'ai posé sur la table. Tu m'as donné un choix un jour, Marcy, ai-je commencé. Soit te ramener, soit partir. Je pense que tu connais le choix que j'ai fait. Elle a baissé la tête et des larmes ont coulé sur son visage. Je suis désolé, Rick, a-t-elle murmuré. Je ne voulais pas vous offenser. Baliverne, ai-je dit calmement. Vous complotez avec Leslie depuis plusieurs semaines avant votre départ. Vous préparez cela depuis longtemps. Je sais que vous êtes allé voir Alice à Hargrave. Je sais aussi ce que vous aviez prévu de faire à votre retour aux États-Unis. Vous savez probablement que j'ai trouvé les caméras que vous avez installées dans la maison. Je sais que vous prévoyez de nous piéger, Leslie et moi, en prétendant être son amie et ma soi-disant épouse aimante. Vous savez, je vous ai aimé de tout mon cœur pendant un quart de siècle. J'ai fait de mon mieux. J'admets que je n'étais pas parfait, et oui, j'ai fait une erreur une fois en Irak. Mais c'était dans le feu de l'action. Nous avons failli mourir là-bas. Je jure devant Dieu que je n'ai jamais prévu de vous tromper ou de vous blesser comme vous l'avez fait avec moi. J'ai aussi trouvé une lettre dans laquelle vous avouez à Trey m'avoir trompé l'année où j'étais en Corée. Vous vous souvenez du scandale que nous avons eu à l'époque? Tout ce temps, vous juriez que vous ne m'aviez pas trompé. Mais c'était un mensonge, n'est-ce pas? Et vous avez continué à me mentir depuis. Lors de notre dernière conversation téléphonique, vous avez dit une fois, si je ne m'abuse, alors Marcy, je m'oppose, ce dernier jour est le jour où vous avez été prise. Vous vous souvenez même quel jour c'était? Non. Quel jour c'était? A-t-elle demandé doucement. C'était notre 25e anniversaire, ai-je dit. Vous n'avez même pas pris la peine de vous en souvenir, n'est-ce pas? Les larmes continuaient de couler sur son visage pendant que je parlais. Je voulais en dire plus, lui causer plus de douleur et de souffrance. Mais j'ai décidé d'aller droit au but. Je ne suis venu ici que pour une seule chose. Marcy, ai-je dit en sortant les papiers du divorce. Vous devez les signer pour mettre fin à cette farce qu'est notre mariage. Mais je ne veux pas divorcer, a-t-elle dit. Encore un mensonge, ai-je dit. Vous avez engagé Allison pour préparer les papiers du divorce et vous alliez me donner un choix. Soit devenir votre cocu soumis, soit me détruire par le divorce. Admettez-le, Marcy. C'est fini. J'en ai fini avec vous. Vous serez ici pour longtemps, mais je ne vous attendrai pas à la maison. Signez ces fichus documents, ai-je ajouté en lui tendant mon stylo. Au fait, j'ai déjà envoyé la plupart de votre argent ici pour les dépenses et les frais juridiques. Cela prendra un certain temps pour arriver, mais c'est en route. Vous pouvez garder votre 401K, votre voiture, vos vêtements et vos effets personnels. Vos parents ont déjà récupéré les leurs. Le reste est à moi. Alors signez les documents et ce sera terminé dans 60 jours, ai-je dit. Avez-vous parlé de cela aux enfants? A-t-elle demandé. Oui, je l'ai fait, ai-je répondu. Cela leur a brisé le cœur d'apprendre ce que vous êtes devenu. Je leur ai donné une adresse où ils peuvent vous écrire. Je ne sais pas s'ils le feront ou non. Elle a pris le stylo. D'accord, a-t-elle dit doucement.
Vous avez gagné. Où dois-je signer? J'ai indiqué les endroits que Lisa avait marqués. Elle a lu tout en signant. Ensuite, j'ai signé, et la personne de l'ambassade a signé en tant que témoin de nos signatures. Quand nous avons terminé, j'ai remis les documents dans l'enveloppe. Au fait, ai-je dit, j'ai remarqué que vous avez déjà payé intégralement votre réservation à l'hôtel Ambassador. Je ne veux pas que ça se perde, alors je vais l'utiliser. Utilisez-la, a-t-elle dit. Je n'en ai évidemment pas besoin. Merci, ai-je dit. Et une chose encore. J'ai l'intention d'inviter Dieter à me rejoindre. Je pensais qu'on pourrait finir ce qu'on a commencé en Irak. Une fois. Si ça ne vous dérange pas. Elle m'a regardé avec du feu dans les yeux. J'ai secoué la tête. Après ce que vous avez fait, n'essayez même pas, ai-je dit. Pour moi, nous ne sommes plus mariés. Profitez du reste de votre vie pathétique. Je me suis levé et je suis parti, la laissant assise à la table en train de pleurer. Quand nous sommes sortis, j'ai vu Montoya debout près de sa voiture. Il s'est approché et a serré la main de l'homme de l'ambassade, puis m'a regardé. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais parler seul au colonel Weston pendant quelques minutes, a-t-il dit. L'homme de l'ambassade a acquiescé et a dit au revoir, montant dans sa voiture. Montoya m'a pris par l'épaule. Marchons un peu, colonel, a-t-il dit. Je ne suis plus colonel depuis longtemps, signor Montoya, ai-je dit. Appelez-moi Rick, s'il vous plaît. Il a souri et hoché la tête. Et vous pouvez m'appeler Ricardo. Une fois officier militaire, toujours officier militaire, n'est-ce pas? A-t-il demandé de façon rhétorique. Ernesto parle très bien de vous. Il m'a dit beaucoup de bonnes choses à votre sujet. Vous connaissez Ernesto? Ai-je demandé. Oui, je le connais, Rick, a-t-il dit avec un sourire. Nous avons servi ensemble dans l'armée pendant un moment. Ensuite, il est allé travailler pour votre Acme Global et je suis devenu procureur. Vous savez, j'ai examiné vos preuves et vous aviez raison. C'est très convaincant. Cela va faire économiser beaucoup de temps, d'efforts et d'argent au gouvernement. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne pas vous inculper de complot criminel, a-t-il dit. Je l'ai regardé, choqué. Oh, ne soyez pas si surpris, a-t-il ajouté. Ernesto m'a dit ce que vous prévoyez. Comme vous pouvez le penser, si votre femme avait été prise avec une petite quantité pour usage personnel, elle aurait probablement passé quelques jours avec nous, puis aurait été condamnée à une amende et expulsée. Heureusement pour vous, cependant, rien d'illégal n'a été acheté et l'argent que vous avez envoyé a fini par aller à une œuvre de charité pour les veuves et les orphelins. Les religieuses ont dit qu'elles étaient très reconnaissantes pour votre don, au fait, dit-il avec un sourire. C'était leur compte qu'Ernesto vous a donné. Je ne pus m'empêcher de sourire. Compte tenu de votre dossier exemplaire et de votre coopération volontaire, j'ai décidé de ne pas porter plainte contre vous, dit-il. Cependant, je dois vous avertir que si jamais vous pensez refaire quelque chose de ce genre, je n'aurai pas d'autre choix que d'agir. J'espère que vous comprenez. Je comprends, Ricardo, dis-je. Merci. Non, Rick, dit-il. Merci à vous. Les informations que vous avez fournies seront très utiles. Je comprends que vous vouliez obtenir justice après ce que votre femme et le docteur Grani Cardosa ont fait. Mais croyez-moi, la justice arrive. Je crois comprendre que vous retournez à l'aéroport. Oui, je rentre aux États-Unis, dis-je. Eh bien, Rick, si jamais vous revenez à Bogota, peut-être resterez-vous assez longtemps pour être mon invité à dîner, dit-il. J'aimerais beaucoup ça, Ricardo, dis-je. Il s'arrêta et me tendit la main. Vaya con Dios, Rick, dit-il. Je lui serrai la main et acquiesçai. Vaya con Dios, Ricardo, dis-je. Et merci pour tout. Nous nous séparâmes et je retournai à la voiture d'Ernesto. Tout va bien? Demanda-t-il. Oui, Ernesto, tout va bien, dis-je. Mais je dois aller à l'aéroport pour ne pas rater mon vol. Nous montâmes dans la voiture et nous dirigeâmes vers l'aéroport. À notre arrivée, il se tourna vers moi. Patron, je suis désolé de ne pas avoir suivi vos ordres, dit-il. Je ne pouvais pas faire ce que vous vouliez. Si vous le souhaitez, je démissionnerai. Ne t'excuse pas, Ernesto, dis-je. Tu n'as rien fait de mal. En fait, tu es le seul à avoir fait ce qu'il fallait. C'est moi qui devrais m'excuser de t'avoir mis dans cette situation en premier lieu. Peut-être que c'est moi qui devrais démissionner. Non, patron, ne faites pas ça, dit-il. Je comprends ce que vous ressentez. Bon sang,
Si c'était moi, j'aurais probablement écrasé sa tête et l'aurais donné à manger aux poissons. Tout s'est bien terminé au final. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé, dis-je. Merci pour tout, Ernesto. Je te recontacterai et transmets mes amitiés à Lupo et aux enfants. Pensez-vous revenir un jour? Demanda-t-il. Bien sûr, dis-je. Où d'autre pourrais-je trouver une portion de NPI interdite? Il rit et nous nous serrâmes la main. Je te contacterai, Ernesto. Prends soin de toi et merci pour toute ton aide. Dieter me retrouva à l'hôtel Ambassador le jour où j'étais censé rencontrer Marcy. Oui, nous avons terminé ce que nous avions commencé en Irak et ce fut une nuit inoubliable. Tu sais, j'ai déposé ma demande de retraite, dit-elle. Je pensais à un changement de carrière. Ah bon? Demandai-je. Que voudrais-tu faire? J'ai pensé à devenir une épouse et une femme au foyer à plein temps, dit-elle. Est-ce vrai? Demandai-je. Oui, dit-elle. Penses-tu qu'un poste se libérera bientôt? Je me retournai et regardai son beau visage. Tu sais, je pense qu'un poste s'ouvrira bientôt. Voudrais-tu postuler pour ce poste? Demandai-je en plaisantant. Je crois que je viens de le faire, dit-elle avec un sourire. C'est vrai, dis-je. Et tu sais, je suis tombée amoureuse de toi, dit-elle. Et je suis tombé amoureux de toi, dis-je. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Alors, rendons cela officiel, demanda-t-elle. Même si ton divorce n'est pas encore officiellement finalisé. Pourquoi pas? Demandai-je. Si ça ne te dérange pas. Bien sûr que ça ne me dérange pas, chérie, dit-elle. Veux-tu m'épouser et faire de moi l'homme le plus heureux du monde? Demandai-je. Elle sourit et m'embrassa. Oui, Rick Weston, dit-elle. Je veux t'épouser. Je t'aime. Marcy et Trey ont été jugés en Colombie et reconnus coupables. Tous deux ont reçu une peine maximale de 12 ans et une très lourde amende. Trey a été envoyé dans l'une des pires prisons du pays, un trou à rats surpeuplé qui dépassait déjà de plus de 200% sa capacité d'accueil. Il n'a pas tenu longtemps, peut-être quelques années. Marcy a été envoyée à la prison de Buen Pastor, la plus célèbre prison pour femmes de Bogota. Elle a eu un peu plus de chance que Trey, mais la vie restait très dure. Elle ne reçoit pas beaucoup de visites, naturellement, mais quelqu'un de l'ambassade vient périodiquement vérifier son état et s'assurer qu'elle va bien. Les enfants lui écrivent des lettres et des cartes au moins une fois par mois, et on dit qu'elle attend avec impatience le jour où elle pourra les retrouver. Penny et les autres ont finalement été libérés de leur assignation à résidence après le procès et autorisés à rentrer chez eux. Penny, enceinte, et son amant médecin ont été accueillis à l'aéroport par un huissier et ont été sévèrement punis lors de leur divorce. Tous deux ont été licenciés de l'hôpital et ont dû quitter la région pour trouver du travail ailleurs. J'ai perdu contact avec Leslie et Vince, mais la dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles, ils étaient toujours passionnés par leur style de vie. Leslie, cependant, a dû faire une pause après être tombée enceinte. Ils ne savent toujours pas qui est le père. J'ai vendu la maison et en ai acheté une nouvelle après que Dieter et moi nous soyons mariés. Elle a réussi sa transition vers sa nouvelle profession. Je lui ai dit plus d'une fois qu'il y aura toujours une place pour elle chez Acme, mais elle dit qu'elle en a assez de toute cette activité d'espionnage et veut passer le reste de son temps à créer un foyer heureux pour nous deux et son chat. C'est-à-dire, si ça ne vous dérange pas, ça ne me dérange pas.